Le triangle des Bermudes est le centre de plusieurs disparitions à travers les siècles. Mais aucune n'a autant passionné que la disparition du vol 19. Il y eut des dizaines de rapports, livres et articles, et le mystère du vol 19 n'est toujours pas éclairci de façon certaine. En décembre 1945, un escadrille de TBM Avenger de l'aéronavale américaine doit s'envoler de Fort Lauderdale en Floride pour un vol de routine. Leur mission est la suivante: se rendre près des îles Hens and Chickens, se livrer à un exercice de bombardement sur une épave pendant 20 minutes, puis mettre cap au nord pour se rendre à Great Seal Cay de l'autre côté des Bahamas et finalement mettre le cap vers le sud-ouest pour regagner la base. Le plan de vol est exactement comme un triangle et ne semble présenter aucune difficulté. C'est une mission de routine. Le vol est à une faible distance de la base, mais pourtant, jamais nous ne reverrons le vol 19. Le commandant de cette mission est Charles Taylor. Taylor est né au Texas en 1917. Lieutenant officier de la marine américaine, il a servi dans la réserve navale des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu instructeur de vol en octobre 1942. Par la suite, il a servi dans la réserve navale des États-Unis. En 1943, il vola avec le Scouting Escadron 62. En 1944, il était à bord de l'USS Hancock durant la guerre du Pacifique. Il fait également partie de l'Acombe 36 du NAS Miami et de l'escadrille 79. En novembre 1945, il est transféré à Fort Lauderdale en Floride. Il totalisait 2509 heures de vol, dont 616 à bord du bombardier torpilleur TBM Avenger. Joseph Bossy est né en 1924 au Kansas. Il s'enrôle dans la marine américaine en 1942. Il a accumulé 373 heures de vol, dont 65 sur le seul avion TBM Avenger. Bossy avait la passion du vol et avait même refusé une libération pour continuer à voler. Forrest Gerber est né en 1921 au Minnesota. Il rejoint le corps des marines en 1942. Il participe à diverses campagnes durant la guerre, dont celle des Aléoutiennes. Il est devenu pilote dans le corps des marines des États-Unis. Il est promu officier et a ensuite été transféré à Miami. Il cumule 360 heures de vol, dont 61 sur les seuls bombardiers torpilleurs Avenger. George Stivers est né en avril 1920 au Missouri. En 1942, il faisait partie du peloton des marines du 1er bataillon de Raiders, puis du 3e bataillon de Raiders en 1943. Pendant la bataille de Tarawa en 1943, George était l'aide de camp du général J.C. Smith dans la 2e division de marine. Il a été cité pour bravoure 2 fois à Guadalcanal et 1 fois à Tarawa. En 1944, il devient cadet de l'air. Il a ensuite été transféré à Fort Lauderdale pour s'entraîner sur les bombardiers torpilleurs Avenger.
Il totalisait 374 heures de vol. Edward Power est né en 1919 à New York. Il a été instructeur de formation à Quantico. En 1944, il demande une mutation pour devenir cadet dans les forces aéronavales. Il abandonne son poste de commandant pour son désir de voler sur les bombardiers TBM Avenger. Le capitaine Powers a été transféré à Miami en 1945 pour s'entraîner sur les bombardiers Avenger. Le bombardier TBM Avenger comptait parmi les plus puissants monomoteurs à hélice de toute l'histoire de l'aviation. Ces bombardiers étaient la fierté de l'aviation américaine. Une vitesse maximale de 480 km/h, une autonomie de vol à 1610 km à pleine charge. Il pouvait même se poser sur un porte-avions. Cet appareil avait fait ses preuves dans le Pacifique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le 5 décembre 1945, le vol 19 doit s'envoler pour sa mission d'exercice. Un TBM Avenger demande un équipage de 3 hommes, soit un pilote, un mitrailleur et un mitrailleur ventral. Le caporal Alan Costner se désiste pour cette mission parce qu'il est malade et les autorités acceptent sa demande. Donc, on se retrouve avec 14 hommes au lieu de 15 pour les 5 bombardiers. Un autre homme demande à être remplacé, mais les autorités refusent sa demande car sa présence était indispensable et c'était le lieutenant Charles Taylor. Il a fortement insisté pour ne pas participer à l'exercice. Il aurait même dit à sa mère le matin même qu'il ne désirait pas participer à cet exercice. Il arriva même en retard. Taylor était en poste à Fort Lauderdale depuis peu, soit à peine 1 mois. Il était peut-être craintif dû à son manque de connaissance de l'endroit et de la météo, car les Bahamas sont reconnus pour de brusques changements de température. La météo était parfaite au décollage, quelques nuages, des vents de 20 nœuds. Par contre, la météo va se gâter plus tard durant le vol. À 14 heures, Charles Taylor décolle. 10 minutes plus tard, ses 4 compagnons décollent à leur tour. L'exercice se déroule comme prévu, mais à 15h45, Taylor appelle à la base aérienne de Patrick, annexe du Cap Kennedy. Il aurait dit « Cas d'urgence, nous paraissons avoir dévié de notre cap. » On lui demande sa position et il répond « Nous n'en sommes pas certains. Les instruments sont déréglés. Je crois que nous sommes perdus. » On lui dit de mettre le cap à l'ouest. Il répond « Nous ne savons plus où se trouve l'ouest. Nous ne sommes sûrs d'aucune direction. Tout est bizarre. Même la mer ne paraît pas comme d'habitude. » À la station de radio, on est angoissé. On essaie de reprendre contact avec Taylor, mais il y a beaucoup d'interférences. Possiblement dû à ses problèmes de radio, Taylor passe le commandement au capitaine George Stiver, qui est l'un des 5 pilotes du vol 19. Les appels reprendront à 16h25. Stiver affirme qu'ils ne sont pas certains de leur position. Il aurait dit textuellement « Nous devons nous trouver à 360 km au nord-est de la base. » Puis, encore du brouillage et des parasites dans les appels radio. Et puis, Stiver, d'une voix angoissée, dit « On dirait que nous entrons dans les eaux blanches. Nous sommes complètement perdus. »
Puis, silence radio total. Pendant ce temps, à 15h40, le lieutenant Robert Cox effectuait seul, sur un chasseur, un vol de routine aux alentours de Fort Lauderdale. Il a entendu, sur la fréquence 4805 cycles, une voix qui serait celle de Charles Taylor, s'adressant à Edward Power. Il lui demande ce qu'indique son compas et Power lui répond « J'ignore où nous sommes. Nous devons être perdus après ce dernier virage. » À 15h45, Cox appelle le service de radio pour signaler que des avions sont perdus. Cox réussit à établir le contact avec le vol 19 et Charles Taylor. Taylor lui dit que ses deux compas sont hors de service et qu'il tente de trouver Fort Lauderdale. Cox lui donne des conseils et lui fait la proposition suivante. « Je vais voler en votre direction vers le sud pour vous rencontrer. » Et la réponse de Taylor va décontenancer Cox. « Je sais où je suis maintenant. Je suis à 2300 pieds. Ne venez pas à ma rencontre. » Cox décide tout de même de voler vers le vol 19. Mais les appels deviennent de plus en plus faibles, comme si le vol 19 s'éloignait de lui. Finalement, communiquer devenant impossible, Cox renonce et décide de revenir à la base. À 16h25, la station de radio de Port Everglade réussit à établir le contact avec Taylor, qui est convaincu de se trouver au-dessus des Cailles, qui sont un groupe d'îles au sud de la Floride. Mais selon Richard Baxter de la garde côtière, le vol 19 se trouverait plutôt à Walker Cay, à 60 km au nord de la Grande Bahama. Donc c'est la confusion la plus totale entre ce que croit Taylor du vol 19 et Baxter de la garde côtière. Nous avons ici une distance entre les deux points qui correspond à plus de 200 km au minimum. La communication continue d'être très mauvaise, très parasitée, beaucoup d'interférences. Les appels cessent définitivement à 19h04, soit 5 heures après le décollage. Durant tout ce drame, on demande à Charles Taylor de ne plus émettre sur la fréquence 4805 kilocycles, car cette fréquence était parfois brouillée par une radio cubaine, mais plutôt d'émettre sur 3000 kilocycles qui sert pour les urgences. Mais curieusement, Taylor refuse, sous le prétexte qu'il craint de perdre le contact avec ses 4 compagnons. Pour ajouter au mystère, à 19h27, 2 hydravions Martin Mariner PBM-5 décollent de la base Banana River pour tenter de localiser le vol 19. L'hydravion qui nous intéresse porte le numéro 49. Son premier signalement doit se faire vers 20h. Mais il n'appelle pas. L'opérateur tente d'entrer en contact à 20h35, mais sans succès. Il appelle sans cesse pendant 1 heure. Pas de réponse. À 19h50, l'équipage du SS Gaines Mill, un bateau transporteur
se trouve exactement à l'endroit où doit se trouver le Martin Mariner. L'équipage a vu une énorme explosion dans le ciel avec des flammes et, selon les témoignages, pendant de longues secondes. En plus de la disparition du vol 19, un autre drame arrive avec cette explosion qui emporte 13 vies. Le SS Gaines Mill a vu quelques débris, sans plus. L'équipage n'a jamais été retrouvé. À 19h39, d'autres événements bizarres vont survenir. Le SS Delaware envoie le message suivant. Nous venons de voir 5 avions en formation s'éloignant vers l'océan. Mais les phénomènes inexplicables continuent de se produire. À 19h50, alors que les Avengers ne devraient plus avoir de carburant, le porte-avions USS Salomon signale 4 à 6 avions à 600 mètres d'altitude qui foncent vers la mer. À cette altitude, les Avengers auraient dû apercevoir le USS Salomon, qui avait la capacité de les accueillir. Le vol 19 disparaîtra à jamais. On ne retrouvera aucune trace des 5 bombardiers. Leur disparition a déclenché l'une des plus grandes recherches aériennes et maritimes de l'histoire. À ce jour, le vol 19 est le plus grand mystère du triangle des Bermudes. Beaucoup de choses inexplicables ou irrationnelles se sont passées lors du vol 19. Beaucoup de questions sans réponse sur le comportement de Charles Taylor, qui était un pilote d'expérience sur le bombardier TBM Avenger. Charles Taylor veut se désister pour cet exercice et il arrive en retard et n'apporte pas sa montre qui est nécessaire pour chronométrer le temps de vol. Charles Taylor dit que ces 2 compas ne fonctionnent pas. Il demande à Edward Power, qui lui répond qu'ils ont dû se perdre après le premier virage. Les compas de Powers ne fonctionnent pas non plus. Qu'en est-il pour les 3 autres pilotes qui ont les capacités de se retrouver avec leur instrument de bord? Il est invraisemblable de penser que les compas des 5 bombardiers ne fonctionnent pas. Comment expliquer que Taylor se pense au-dessus des Keys de Floride alors qu'il se trouve au-dessus des Bahamas à Walker Cay avec une différence de plus de 200 km? Souffre-t-il de désorientation spatiale? Se pensant au sud de la Floride, il tourne vers le nord pour ne pas se perdre dans le golfe du Mexique, mais en réalité, étant au-dessus des Bahamas, tourné vers le nord, dirige l'escadrille tout droit vers la mer et signe leur arrêt de mort. Malgré la tension qui s'est installée peu à peu parmi les pilotes, il ne semble pas que les 4 autres pilotes ont tenté quoi que ce soit pour changer le cours des événements. Ils auraient suivi Taylor tout au long de ce drame. Le mauvais temps qui arrive avec de forts vents et une mer agitée
est-il suffisant pour expliquer la désorientation du vol 19? On demande à Taylor de changer de fréquence pour une autre d'urgence qui est moins parasitée. Et Taylor refuse, prétextant qu'il craint de perdre le contact avec les 4 autres pilotes. Est-ce que cette décision de Taylor l'aurait privé d'une aide précieuse que les équipes au sol auraient pu lui apporter? Les mauvaises transmissions radio vont contribuer à la perte du vol 19. Autre fait inexplicable. Pourquoi Charles Taylor répond au lieutenant Cox de ne pas venir à sa rencontre? Cox aurait pu sauver les 5 bombardiers en les guidant à bon port. Est-il véridique que l'un des pilotes aurait décidé vers 17 heures de prendre cap à l'ouest et de faire cavalier seul pour tenter de trouver la terre ferme? On ne peut affirmer ni dans un sens ni dans l'autre que ce soit vraiment arrivé. Mais les communications radio prouvent que la panique était bel et bien présente au sein de l'escadrille. Le USS Solomon voit passer ce qui semble être le vol 19 à 600 mètres d'altitude et les bombardiers continuent leur route vers la mort alors qu'ils auraient dû apercevoir le USS Solomon qui était en mesure de les accueillir. Alors dans ce segment, je vais vous parler de la carte des événements et de la mission du vol 19. Nous avons ici une image qui va nous situer très bien les événements à venir. Alors si vous regardez le point numéro 1, c'est le décollage de la base aéronavale à 14 heures. Le point numéro 2, c'est ici que se déroule l'exercice de bombardement, près des îles Hens and Chicken Shoals. C'est une distance de 90 km entre le point 1 et le point 2. L'exercice s'est déroulé comme prévu. Par la suite, l'escadrille continue son chemin pendant 107 km pour se retrouver au point numéro 3. Au point numéro 3, on tourne vers le nord pour une distance de 117 km pour atteindre le point numéro 4. Entre le point numéro 3 et le point numéro 4, il est permis de penser aujourd'hui que les problèmes du vol 19 ont débuté dans cette zone. Maintenant, les bombardiers sont censés faire un virage au point numéro 4 vers le sud-ouest pour une distance de 193 km qui devrait les ramener directement au point numéro 5, soit à la base aéronavale. Le point numéro 6, ça représente toute la zone où l'on soupçonne qu'ils peuvent se trouver. Par contre, on est dans la confusion quant à leur position. Ça demeure inconnu. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, la zone est très très grande. Ensuite, le point numéro 7, tout en haut de l'image, ça représente la triangulation radio qui a été faite à 17h50 pour tenter de les situer. Maintenant, le point numéro 8, tout en haut, ça représente le point de départ des 2 hydravions Martin Mariner qui sont partis de la base Banana River. Ces 2 hydravions étaient partis pour tenter de situer le vol 19. Le point numéro 9, ça nous indique l'endroit où l'un des 2 hydravions a explosé en plein vol. Finalement, le point numéro 10, tout en bas de l'écran à votre gauche, ça représente les Keys de Floride. Les Keys, c'est un groupe d'îles au sud de la Floride. Charles Taylor pensait être au-dessus de ces îles, alors que Richard Baxter de la garde côtière le situe plutôt à Walker Cay, qui se trouve un peu à la droite du point numéro 4 au centre de l'écran.
Alors vous voyez que Taylor est désorienté à l'extrême, car il y a plus de 200 km de distance entre les Keys de Floride et Walker Keys des Bahamas. Le bombardier Grumman TBM Avenger a été construit par la firme Grumman Aircraft et par la suite par General Motors. Son nom usuel est l'Avenger. Sa mise en service date de 1942 en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est un bombardier torpilleur. Il était doté de performances nettement supérieures à son prédécesseur, le Dévastateur. Le TBM Avenger avait un moteur de 1700 chevaux et était doté de 2 mitrailleuses supplémentaires de 12,7 mm. Dû à la variété d'Avengers qui ont été construits, certains bombardiers avaient jusqu'à 1900 chevaux de puissance. Il est utilisé pour la première fois au cours de la bataille de Midway. Jusqu'en 1945, 9839 exemplaires sous différentes variantes furent assemblés. L'Avenger était le premier avion dont les ailes pouvaient se replier de manière à gagner de la place dans les porte-avions destinés à l'embarquer. Il y avait 3 sièges, pilote, canonnier arrière et bombardier canonnier ventral. Il existe au moins 25 variantes du bombardier Avenger. L'Avenger avait la capacité d'emporter une torpille de 900 kg ou jusqu'à 900 kg de bombes. Il était extrêmement solide. C'était le meilleur bombardier torpilleur américain jamais conçu, supérieur également à son équivalent japonais, le Nakajima. Le bombardier Avenger joua un rôle crucial dans la bataille du Pacifique et permit à l'aviation américaine d'avoir une supériorité dans les airs. Les Avengers coulèrent leurs premières grosses pièces durant la bataille de Guadalcanal, où ils participèrent à la destruction d'un cuirassé japonais. Ce sont également eux qui torpillèrent le cuirassé japonais Yamato le 7 avril 1945. Ils furent employés dans un rôle anti-sous-marin dans le Pacifique et l'Atlantique et continuèrent après la guerre dans ce rôle, grâce à la place disponible pour installer des équipements électroniques. Les alliés français, canadiens, britanniques ont également engagé des TBM dans leurs forces. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a converti l'Avenger pour qu'il assure une nouvelle mission de chasse anti-sous-marin au sein des marines américaines et canadiennes. D'autres ont servi à l'épandage agricole. Par la suite, dans les années 50, il sera utilisé comme bombardier d'eau pour les feux de forêt aux États-Unis et au Canada. D'autres pays comme le Brésil, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay ont également fait usage du bombardier Avenger. Aux États-Unis, l'Avenger est retiré du service dans les années 1970, mais continuera à servir au Canada pendant plus de 30 ans. Je vais vous parler ici de la désorientation spatiale. Alors, je vais vous lire un texte textuellement. La désorientation spatiale est la perte d'orientation qui peut être subie par un pilote d'avion dans certaines conditions. Elle se traduit par des incapacités de nature sensorielle. La perception d'informations spatiales telles que la position, l'altitude
où l'orientation du déplacement de l'appareil et la verticale peut être altérée. Quelques secondes d'inattention suffisent pour que l'accident se produise. La désorientation spatiale est un problème pris très au sérieux, car elle est la source d'une partie des incidents, notamment chez les pilotes d'avions de chasse. Les pilotes de ligne peuvent aussi être confrontés à ce problème de nuit ou même de jour, dans des conditions météorologiques très défavorables, ce qui peut très gravement nuire à la sécurité des vols. Le corps humain à haute altitude ne dispose pas, contrairement aux oiseaux, des dispositifs lui permettant de percevoir correctement son environnement. Ces insuffisances se situent au niveau des systèmes de sensibilité visuelle, vestibulaire et somatosensorielle. À cela s'ajoutent d'autres facteurs comme la distraction, une forte luminosité, le manque d'attention et ou le pilotage de nuit. La fatigue est également un facteur aggravant. Au-dessus de l'océan, et par temps couvert, le ciel peut sembler ne former qu'un avec la mer, et le pilote peut perdre la ligne d'horizon. Il doit alors croire être encore en train de voler dans la bonne incidence, alors qu'il est en fait proche de l'accident. Le seul moyen fiable de se prémunir contre ce phénomène est de se fier aux instruments de bord pour connaître sa position dans l'espace et l'orientation de l'aéronef. Les avions de ligne ainsi que de nombreux hélicoptères de sauvetage disposent d'alarmes de proximité pour prévenir le pilote s'il se rapproche dangereusement de la surface de l'eau. Par contre, est-ce qu'une désorientation spatiale peut expliquer à elle seule le drame? Si Charles Taylor souffre de désorientation, pourquoi les 4 autres pilotes l'ont suivi et n'ont pas fait leur propre plan de vol? Dans ce dernier segment, il sera question du triangle des Bermudes. Toutes les disparitions inexpliquées qui se seraient produites dans cette zone du monde sont-ils dues à des phénomènes qui dépassent l'homme ou sont-ils tout simplement dus au hasard et à l'erreur humaine? Depuis plus de 200 ans, toutes sortes de disparitions ont été signalées, certaines véridiques et d'autres qui tiennent peut-être de la légende. L'homme a soif de mystère et bien sûr, quoi de mieux que d'entendre 1, 2, 3 et pourquoi pas des dizaines de disparitions inexpliquées. Il a été dit que le triangle des Bermudes avait une météo très changeante. Mais n'est-ce pas le cas de toutes les grandes mers du monde? Il ne faut pas oublier que des milliers de bateaux de transport ou de touristes naviguent ces eaux durant toute une année sans que soient rapportées de nos jours des disparitions inquiétantes. Christophe Colomb aurait dit que son compas s'était déréglé dans la mer des Caraïbes. C'est très possible, mais était-ce dû au fait qu'il se trouvait à cet endroit ou que tout simplement son compas se soit déréglé? Bien sûr que le vol 19 est la disparition la plus célèbre du triangle des Bermudes, mais faut-il tout associer au fait que ce drame se soit déroulé dans cette zone? Il a été prouvé que Charles Taylor a eu un comportement erratique et confus tout au long du vol 19. Ça n'explique pas le comportement de ses 4 compagnons d'infortune, mais si Taylor est lucide, cette mission se déroule sans ennui majeur. L'explosion du Martin Mariner s'explique par le fait que cet hydravion transportait d'importantes quantités d'essence et qu'un simple court-circuit a pu causer l'explosion qui a entraîné la mort de 13 personnes. On surnommait le Martin Mariner
les réservoirs d'essence volants. Selon les scientifiques de l'Université de Southampton, il y a des vagues scélérates pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de haut à l'intérieur du triangle des Bermudes, grossièrement délimité par Miami, les Bermudes et Porto Rico, ce qui pourrait expliquer pourquoi tant de navires ou d'avions y ont coulé. Plusieurs chercheurs ont attribué cette disparition à des émissions de méthane. Le méthane est capable de réduire la densité de l'eau, anéantissant par la même occasion l'effet de portance de nos navires. Il suffirait ainsi d'une forte concentration de méthane pour que les bateaux soient aspirés au fond de l'eau en un instant. Dans le cas du triangle des Bermudes, les champs et les forces sont liés à des facteurs naturels. Ces champs magnétiques sont l'une des grandes causes de la désorientation des pilotes et des marins. Ceci car les champs magnétiques interfèrent avec ces matériaux d'orientation comme une boussole. Mais comment les champs magnétiques créés dans la croûte terrestre peuvent interagir autant avec ces appareils d'orientation? On n'a pas la réponse à cette question. Bien d'autres théories, sérieuses pour certaines et farfelues pour d'autres, ont été avancées pour expliquer le nombre de disparitions dans le triangle des Bermudes. Mais force est de constater que le nombre de disparitions dans cette zone du monde n'est pas plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Il ne faut pas oublier que c'est la zone de navigation la plus active de toute la planète.